Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Nous sommes ensemble pour plus de 2 heures d'actualité en direct et on va bien sûr évoquer la mort du Premier ministre ivoirien. Ahmed Bakayoko a succombé à un cancer fulgurant à l'âge de 56 ans. Il avait été évacué le week-end dernier en Allemagne. Notre correspondant Thaïs Brook nous attend à Abidjan. Les États-Unis donneront leurs objectifs de réduction de gaz à effet de serre avant le 22 avril, date du sommet qu'ils organisent. Voilà ce qu'est venu dire à Paris John Kerry, envoyé spécial pour le climat de l'administration Biden. Maxime Beaugrand de l'Institut pour la gouvernance et le développement durable est mon invité. Et puis toujours à propos des États-Unis, le Congrès a voté le colossal plan de relance, une victoire pour Joe Biden qui signera le texte dès ce vendredi. 1900 milliards de dollars vont être injectés pour relancer l'économie américaine. On en parlera dans le journal de l'économie de Johanna Citruc dans une quinzaine de minutes. Et on commence ce journal avec le décès du Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko. Il est mort ce mercredi à l'âge de 56 ans dans un hôpital en Allemagne des suites d'un cancer, a révélé le président Ouattara. On retrouve à Abidjan notre correspondant Thaïs Brook. Thaïs, le président Ouattara a donc rendu un hommage ému à Ahmed Bakayoko. Ben oui, d'autant qu'en quelques mois après seulement le décès de Amadou Gon Coulibaly, qui était Premier ministre et qui était le dauphin désigné d'Alassane Ouattara pour la présidentielle d'octobre dernier, eh bien, c'est un nouveau coup dur pour la Côte d'Ivoire et donc pour Alassane Ouattara. L'annonce a été faite à la télévision nationale, la RTI, via un communiqué. Et puis Alassane Ouattara, vous le disiez, a rendu un vibrant hommage sur les réseaux sociaux à Ahmed Bakayoko. Il le considérait comme son fils. Il a estimé que c'était un grand homme d'État, un modèle pour la jeunesse. Il a parlé de la grande loyauté d'Ahmed Bakayoko. Pour rappel, le Premier ministre Ahmed Bakayoko avait été évacué vers la France le 18 février dernier. Et puis son état s'était ensuite aggravé. Il avait ensuite été évacué vers l'Allemagne où il est décédé à l'âge de 56 ans d'un cancer. Lundi, vu l'état de santé, l'aggravation de l'état de santé d'Ahmed Bakayoko, Alassane Ouattara, le président, avait décidé de nommer par intérim Patrick Hachi, qui était jusque-là secrétaire général de la présidence. Il l'avait nommé Premier ministre par intérim. Comme Ahmed Bakayoko, Patrick Hachi fait partie du tout premier cercle d'Alassane Ouattara. Merci beaucoup Thaïs Brook pour ces précisions depuis Abidjan. John Kerry est à Paris. L'envoyé spécial des États-Unis pour le climat s'est entretenu avec le président Macron et le ministre de l'économie. Les États-Unis, de retour dans l'accord de Paris, organiseront le 22 avril prochain un sommet environnemental. D'ici cette date, a dit John Kerry, l'administration de Biden dévoilera ses engagements en matière de réduction des gaz à effet de serre. Écoutez-le. Lorsque nous disons que l'Amérique est de retour, nous ne disons pas cela avec arrogance ni pour s'approprier quoi que ce soit, mais nous sommes de retour en tant que partenaires dans ce combat. Aucune nation n'est en mesure de résoudre seule la crise du climat. Il faut que tout le monde participe. Il faut le multilatéralisme. Nous avons vraiment parlé en détail de l'importance de ce moment et le président Macron nous a fait part de son intention de travailler étroitement avec le président Biden. Et on va parler de cette lutte contre le dérèglement climatique avec notre invitée sur ce sujet, la juriste Maxime Beaugrand de l'Institut, directrice du bureau de Paris de l'Institut pour la gouvernance et le développement durable. Merci d'être avec nous. Le retour des États-Unis dans l'accord de Paris était une bonne nouvelle. Très concrètement, pour les objectifs de réduction des gaz à effet de serre que Washington doit annoncer avant le 22 avril, est-ce qu'on s'attend à un objectif ambitieux ? Oui, alors permettez-moi, avant de répondre directement à cette question, de rappeler que la visite de John Kerry et son tour en Europe, qui a commencé à Londres, puis à Bruxelles et aujourd'hui à Paris, est un moment très important et confirme que sous la présidence de Joe Biden, le réchauffement climatique est entendu comme une menace existentielle. Et cette menace existentielle nécessite, et c'est ce que rappelait John Kerry à l'instant, je l'entendais, une diplomatie fondée sur un multilatéralisme efficace. Et pour ça, il faut une collaboration de chefs d'État parce que le réchauffement climatique, c'est plus simplement une question d'environnement, c'est une question d'économie,
de santé publique et de sécurité internationale et domestique. Ensuite, rapidement, cette visite permet de comprendre que Joe Biden et John Kerry ont eux-mêmes compris que le tempo nécessaire pour régler la crise du réchauffement climatique, c'est la rapidité. Alors, la visite de John Kerry intervient relativement rapidement dans le mandat de Joe Biden. Les 100 premiers jours ont l'air d'avoir démarré assez rapidement. Alors, aussi indispensable que la prochaine COP 26 soit à la fin du mois de novembre, on ne peut plus attendre pour régler cette crise, et il faut organiser une mobilisation de chefs d'État, et on attend concrètement notamment le sommet des leaders le 22 avril. Donc oui, évidemment, on attend la publication des contributions volontaires des États-Unis avec impatience, pour répondre à votre question initiale. Et avec impatience et un objectif ambitieux, on l'espère. À propos de ces contributions qui doivent être soumises par les pays signataires de l'accord de Paris, seulement 75 des 200 pays signataires de cet accord ont soumis leurs engagements révisés au 31 décembre 2020. Il y a des raisons de s'inquiéter sur ce fait de ne pas rencontrer les deadlines, les dates auxquelles les pays doivent soumettre leurs engagements? Alors effectivement, quand on comprend l'enjeu et l'urgence de régler le problème climatique, on est impatient. Je pense qu'en revanche, les signaux qu'envoient les États-Unis nous permettent de nous rassurer, de comprendre qu'effectivement, les États-Unis vont nous aider à fonder ces collaborations efficaces, à remettre de l'ambition au sein des négociations. Ça me paraît extrêmement important. Et aujourd'hui, je me permets de signaler que la visite de John Kerry en France confirme que les États-Unis considèrent la France et le président Macron comme un allié de taille. Il faut quand même rappeler que lorsqu'en 2016, le président Barack Obama est parti, il a laissé derrière lui un vide diplomatique du climat assez important, et qu'à ce moment-là, le président Macron a repris un peu le flambeau en créant les bases d'un espoir qui permettait de créer le fondement d'une collaboration renouvelée lorsqu'est arrivé Joe Biden. Donc cette visite, pour moi, est un signe de confiance. Alors justement, vous parlez de collaboration entre les États-Unis et la France. John Kerry a aussi rencontré le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Ensemble, ils ont évoqué l'établissement de normes pour définir la finance verte. Le greenwashing, la fausse économie verte, c'est aussi une menace très concrète pour la planète? Tout est une menace si on ne travaille pas ensemble de façon efficace et de façon rapide. Donc la finance, ce sera un allié fondamental. Et il faut rester très vigilant sur ce point. Qu'est-ce qui peut infléchir le cours des choses le 22 avril lors de ce sommet pour la Terre? Quelles sont les décisions qui pourraient permettre justement une action efficace internationale pour essayer d'enrayer le dérèglement climatique? Un traçage par exemple des superpolluants, pour prendre un exemple que vous avez évoqué? Oui, tout à fait. Je crois que c'est important de comprendre qu'on est dans un dernier sprint climatique avant 2030. En réalité, l'Arctique fond sous nos yeux de façon plus rapide que ne l'avaient prévu les modèles. On l'a vu récemment, le Gulf Stream se modifie et vous savez qu'il permet à l'Europe d'avoir un climat viable. Enfin, tout ça sont autant d'indicateurs qu'on se rapproche un peu trop dangereusement des points de bascule qui seront irréversibles. Or, le GIEC, en 2018, nous a expliqué très clairement que pour rester sous le seuil des 1,5 degrés, il fallait suivre le chemin suivant, il fallait décarboner rapidement nos économies, mais il fallait effectivement également réduire les superpolluants, des superpolluants qui ne sont pas le CO2. On y compte les réfrigérants HFC dans le secteur de la climatisation, du froid, le méthane, et les émissions de carbone suivent, les émissions de particules fines du diesel. Donc ces catégories de polluants ont la particularité de nous permettre d'avoir une action rapide et d'avoir des impacts dans la décennie. Donc moi j'attends personnellement de ce sommet climat du 22 avril que les chefs d'État prennent la mesure de l'urgence et des mesures nécessaires pour y répondre à temps. Merci beaucoup Maxime Beaugrand pour votre éclairage sur notre antenne. En Birmanie, les militaires ont donné l'assaut à un complexe où résident des cheminots grévistes dans l'est de Rangoon. Une grève générale continue d'être observée dans plusieurs corps de métier du pays, malgré les menaces de la junte et de la répression. Le récit de Bilal Tarabeh. Des manifestants fuient devant les tirs de la police. En Birmanie, la répression se poursuit jusque dans les rues de la capitale économique, Rangoon.
À Rangoon, toujours, cette photo amateur montre des militaires qui ont investi le quartier où vivent les cheminots en grève, provoquant la fuite de ces derniers avec leur famille. Ce policier birman a préféré fuir en Inde. Il explique pourquoi. Du 6 au 26 février, les gens ont pu librement organiser des manifestations. Mais à partir du 28 février, les manifestations ont été interdites. Nous devions disperser les gens. Et s'ils n'obéissaient pas, nous avions l'ordre de nos commandants de leur tirer dessus. Je ne pouvais ni suivre ni obéir à mon officier pour tirer sur mon peuple. Alors j'ai fui mon pays. Ce mardi, un ancien garde du corps d'Aung San Suu Kyi a été arrêté chez lui. Selon une ONG locale, 2 membres de son parti sont morts en détention ces derniers jours. Ce mercredi, l'ambassadeur de France écrit qu'il s'est rendu devant la prison d'Insen à Rangoon pour rencontrer les parents de centaines d'étudiants et de manifestants pacifiques détenus arbitrairement. Il poursuit. La France appelle à la libération immédiate, sûre et inconditionnelle de tous les prisonniers politiques emprisonnés depuis le début du coup d'État militaire du 1er février. Mais aux Nations Unies, la communauté internationale est divisée. L'Inde, la Chine, la Russie et le Vietnam s'opposent toujours à une condamnation explicite du coup d'État militaire et à l'adoption éventuelle de sanctions. Et puis une première ce soir, plus d'un mois après le coup d'État du 1er février, une condamnation du Conseil de sécurité de l'ONU. Dans ce texte, signé notamment par la Chine, il n'est pas fait mention d'un coup d'État. En revanche, ce qui est condamné, c'est la violence contre des manifestants pacifiques. Ce texte, résultat de longues négociations, appelle aussi les partis en Birmanie à chercher une solution pacifique à la crise. Alors que l'on s'approche du 10e anniversaire du déclenchement de la guerre en Syrie, le Comité international de la Croix-Rouge a livré une étude sur les conséquences du conflit pour les jeunes Syriens. La moitié de la population du pays a perdu au moins un proche dans cette guerre. Les enfants ont été déscolarisés, déracinés, traumatisés. Résumé de cette étude avec Cécile Adobati. Ils ont grandi dans un pays en proie aux bombardements, aux destructions et à la violence. Alors la plupart des jeunes Syriens ont dû fuir. D'après l'enquête du Comité international de la Croix-Rouge, ils sont 62% à avoir quitté leur foyer pour se réfugier à l'étranger ou dans une autre région du pays. Comme ici, à Al-Bab, dans le nord de la Syrie. ولينا نازحين شغلة 10 سنين ولينا يجي 3 سنين قاعدين بهاي الآلية وما عندنا هاي مأوالينا ننام بيها وناكل بيها ونشرب بيها كان عندنا بيت وراحة وما عندنا غير هاي الخيمة وأنا وإخواتي 7 ساكنين. Près de la moitié des jeunes sont sans ressources d'après l'étude du CICR. Elle porte sur 1400 Syriens de 18 à 25 ans vivant en Syrie ou réfugiés en Allemagne ou au Liban. Près d'un jeune sur 2 a également perdu un parent ou un ami proche. Des conditions très éprouvantes. Beaucoup souffrent de dépression et les défis qui les attendent sont de taille. They need to reinvent what it is to live in Syria today. Rebuild the country is on their shoulder. And obviously, it's quite unfair. Les écoles n'ont pas été épargnées par les bombardements. Plus de la moitié des jeunes Syriens a manqué une ou plusieurs années d'études. Mais malgré toutes ces difficultés, la plupart des personnes interrogées ont déclaré envisager l'avenir avec optimisme. Le chef de la diplomatie américaine a dénoncé des actes de nettoyage ethnique au Tigré, cette région d'Éthiopie où une opération militaire a été lancée par le gouvernement en novembre dernier. Lors d'une audition parlementaire, Anthony Blinken a estimé que les forces militaires sur place devaient s'abstenir de violer les droits humains des habitants du Tigré ou de commettre des actes de nettoyage ethnique, comme nous en avons constaté dans le Tigré occidental. Voilà donc pour la déclaration du secrétaire d'État américain. Ce vendredi, l'opposition sénégalaise appelle à une journée de deuil en hommage aux morts des manifestations de ces derniers jours à Dakar. Je vous rappelle le bilan, 5 décès selon les chiffres officiels, 11 selon l'opposition. Le lendemain, samedi, l'entourage de l'opposant Ousmane Sonko appelle à une manifestation pacifique, la première depuis la libération d'Ousmane Sonko.
La militante féministe saoudienne Loujen Al-Atloul a vu sa peine confirmée en appel. Fin décembre, elle avait été condamnée à 5 ans et 8 mois de prison en vertu d'une loi antiterroriste. Une peine assortie de sursis qui lui a permis d'être libérée le 11 février dernier. Mais elle reste donc à l'issue de cet appel en liberté conditionnelle pour 3 ans encore, avec interdiction de voyager hors du pays. L'épidémie de Covid-19 en France, au niveau national, près de 4000 patients sont actuellement en réanimation. Ces dernières 24 heures, 264 nouveaux décès ont été enregistrés, ainsi que plus de 30 000 nouvelles contaminations. Pas de confinement décrété pour l'heure en Île-de-France, mais à l'issue du Conseil de défense sanitaire de ce mercredi, des évacuations de malades vers des régions moins en tension ont été décidées pour les jours à venir afin de soulager les hôpitaux saturés. Certaines évacuations sanitaires se font déjà vers l'étranger. Regardez ce reportage de nos confrères de France 2. Cette ambulance vient de quitter Dunkerque, 20 km de route, et la voici à Furnes, en Belgique. À l'intérieur du véhicule, un malade du Covid sous oxygène. Faute de place en réanimation à Dunkerque ou dans les alentours, il va être soigné ici, dans cet hôpital belge. C'est la première évacuation sanitaire en direction de la Belgique. Le pays est prêt à accueillir d'autres patients français. Nous avons 5 lits de réanimation disponibles le long de la frontière et il nous appartient de positionner des patients venant des hôpitaux français vers ces hôpitaux belges. Les évacuations sanitaires se multiplient ces dernières semaines. En un mois, plus d'une centaine de patients ont ainsi été transférés de l'hôpital de Dunkerque vers d'autres établissements. Ces transferts pourraient bientôt concerner d'autres régions. L'Île-de-France, par exemple, où les services de réanimation sont au bord de la saturation, alertent les médecins. La courbe ne cesse de monter ces derniers jours. 1032 patients Covid sont actuellement pris en charge. Ils occupent 90% des lits de réanimation. Trouver des places ailleurs devient une mission périlleuse. Nous avons fait le point ce matin avec l'ensemble des SAMU de zone qui coordonnent les grandes zones de défense. Et il n'y a pas de possibilité aujourd'hui pour une région d'accueillir facilement 24-25 patients qui viendraient d'Île-de-France. Donc nous sommes dans une situation où les solutions vont être très compliquées à mettre en œuvre. Et avec plus de 30 000 contaminations ces dernières 24 heures, la situation risque encore de s'aggraver dans les prochaines semaines. Et sur le front de la vaccination en Europe, un accord a été trouvé pour la fourniture de 4 millions de doses supplémentaires du vaccin Pfizer-BioNTech. Elles seront disponibles avant la fin du mois de mars. Voilà ce qu'a dit la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Nous sommes principalement préoccupés par certains points chauds où nous constatons une augmentation des taux d'infection malgré les mesures drastiques qui ont été prises. Nous voyons de nouveaux contrôles aux frontières qui ont un impact négatif sur les travailleurs transfrontaliers et sur le flux des marchandises. C'est pourquoi la Commission a négocié 4 millions de doses supplémentaires de vaccins BioNTech Pfizer pour le mois de mars. Cela s'ajoute au calendrier de livraison déjà établi. En France, ce vendredi, le Premier ministre présidera une réunion interministérielle consacrée aux affrontements entre bandes de jeunes en banlieue parisienne. 2 adolescents ont été tués fin février et lundi dernier, 2 autres ont été gravement blessés. Retour sur ces violences avec Julie Chouteau. Dans cette ville de région parisienne, ce quartier porte encore les stigmates des violences de lundi soir. 2 jeunes ont été grièvement blessés, dont un plongé dans le coma. Depuis sa boulangerie, Moussa Asnaoui a été témoin de cet affrontement entre bandes rivales. C'était des gamins de 14-16 ans qui se battaient. Et après, moi et le voisin, on a essayé de séparer. Le gamin, il était par terre. Une flaque de sang là, qui est par terre, qui montre les traces, qui sortait de sa tête. Il était amoché dans le visage. Et on a appelé la police, les pompiers. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, les affrontements entre bandes rivales sont de plus en plus nombreux en France. 357 altercations en 2020 contre 288 recensées en 2019. Pour certains habitants de ces quartiers, les mesures sanitaires ont aggravé la situation. Il faut par exemple rouvrir les gymnases, tout ce qui est extrascolaire. Ça permet d'extérioriser toute cette colère qu'on a à peu près, donc à travers le sport. Mercredi, une tribune a été publiée sur France Info signée par 115 personnalités. Des magistrats et des éducateurs notamment y désignent les réseaux sociaux comme catalyseurs de la violence. Sur Snapchat, par exemple, de nombreux jeunes s'incitent les uns les autres à s'attaquer à leurs rivaux.
Le phénomène des bandes existe depuis toujours. Depuis quelques années, il prend une forme nouvelle par le canal des réseaux sociaux et une importance plus grande du fait de sa médiatisation. De son côté, l'exécutif veut montrer sa détermination contre ce phénomène. On ne peut pas accepter cette banalisation de la violence, on ne peut pas non plus laisser les jeunes y tomber. Nous avons, dès 2019, lancé un plan de lutte contre les violences en bande, avec notamment une meilleure organisation des forces de l'ordre et une collecte renforcée des renseignements sur les réseaux sociaux. Vendredi, une réunion interministérielle aborderait les violences dans les quartiers sensibles. Un nouveau plan gouvernemental de lutte contre le phénomène des bandes est attendu pour le 1er mai. Et pour terminer, un petit peu de beauté. Dans ce monde frappé par la pandémie, le film du défilé Louis Vuitton a clôturé la Fashion Week de Paris, entièrement virtuelle. Le couturier Nicolas Guéquier a fait déambuler ses créations dans les galeries du Louvre au son du tube Around the World des Daft Punk, récemment séparés. On en écoute un petit peu. Voilà, l'alliance de la modernité et de l'histoire.